les différents partenaires, que ce soit l'INES, l'Unité de soutien CSA Québec, la FMOQ ici aussi est présente, la FMSQ, donc tous les partenaires qui peuvent nous amener à améliorer là, cette approche d'amélioration continue-là. On veut aussi orienter le déploiement de la formation. Donc, ça prend de la formation, ça prend des connaissances, ça prend des capacités pour le faire. Donc, il faut avoir ça en tête. Et de planifier aussi les ressources. Donc, ça prend des bras. Ça ne se fait pas tout seul, l'amélioration continue de la qualité. Donc, il faut planifier cet élément-là également. Donc, les principaux défis. L'intégration et la mise en pratique de la Sécu est inégale dans la formation des professionnels. Ça ne sort pas des bancs d'école, un agent d'amélioration continue de la qualité, ça n'existe pas. Puis selon les différentes professions, les cursus universitaires, on n'a pas vraiment cet élément-là d'amélioration continue-là. Donc, ce n'est pas ancré dans notre formation puis dans notre je vous dirais, dans notre culture d'en faire. Donc, c'est important là, de pouvoir trouver des façons de remédier à la situation puis de faire un peu de rattrapage. Donc, il y a un décalage important aussi au niveau de la formation. On a une présence insuffisante actuellement d'agents de changement, d'agents d'amélioration continue de la qualité, donc il n'y en a pas beaucoup. Dans les établissements, on a les DQP qui sont quand même assez sollicités, mais au niveau de la première ligne, c'est un manque. Puis il y a un manque d'opportunités aussi de réseautage, donc on veut s'assurer que ces gens-là puissent travailler ensemble, puis ça va être un des mandats justement qu'on a demandé à nos partenaires. Oups. Donc justement, les partenaires. On a l'INES. Donc, de par Compas Plus, de par Repère GMF, Geneviève va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est un partenaire privilégié. Il y a l'Unité de soutien CSA Québec, dont j'ai parlé depuis le début, donc pour laquelle ils ont eu un mandat spécifique il y a presque 2 ans pour aider le ministère justement à réfléchir comment déployer, comment organiser l'amélioration continue de la qualité. Donc, on sait qu'on en a au niveau des GMFU, mais au niveau des GMF privés, il n'y avait rien. Donc, Joanie va pouvoir nous expliquer aussi un des mandats qui leur a été octroyé de venir nous supporter pour animer les services. Et ce qui n'est pas présent ici quand même, mais je pense que c'est important de le nommer, c'est l'Académie Qualité Santé. On parlait de formation, d'un manque de formation, donc de par le professeur Isabelle Gabouret à l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a des éléments aussi au niveau de la formation actuellement qui viennent remédier à la situation là, du manque en gagné que je vous mentionnais. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Geneviève. Merci. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Geneviève Colombo. On ne m'entend pas, hein? Non. Vous allez m'entendre? Oh? Non? Je suis comme au bout de mes ressources. Le twist. Excusez. Ça me met super à l'aise, là. C'est pas le temps de prendre des photos, là, mes collègues. Là. Laissez-moi une minute, là, le temps que je m'en remette. Merci, Dominique. Je pense qu'il redescend, hein, monsieur? Non? Sinon, je vais parler fort. Je peux te le tenir, Geneviève, si tu veux. Bon. Merci, Dominique. Pas pire. Ah. Oui, non. Si je parle fort, ça ne marche pas. Ah. Ah. Bon. Oh! Ça aussi, ça met à l'aise, un micro. Merci, Dominique. Je vais finir ma première phrase éventuellement, d'avoir ouvert le bal. Dominique nous a permis là, de savoir un peu qu'est-ce que c'est la Sécu, pourquoi on en fait, puis c'est quoi les principaux défis. Moi, j'arrive juste après. C'est super bien timé, en continuité, parce que je vais vous présenter... Là, j'ai plein de choses dans les mains. Je ne peux pas avoir tous les défis juste à moi, là. Je vais venir vous présenter une opportunité, comment faire de la Sécu. La première opportunité qu'on va vous présenter, c'est COMPA. Donc, vous voyez, COMPA, c'est le collectif pour les meilleures pratiques et l'amélioration des soins et services. COMPA, c'est une méthodologie dans la Sécu. Dominique a introduit un peu là, la notion comme quoi on avait eu un mandat du ministère. Je fais un petit détour là, pour vous nommer ce mandat-là avant de poursuivre plus dans le concret de la méthodologie COMPA. Donc, comme vous voyez, on devait réaliser ce mandat-là. On devait produire des normes de pratique clinique et des indicateurs. Puis, on avait également la tâche de réviser la méthodologie COMPA puis de produire le matériel pour permettre aux équipes de réaliser des projets COMPA. Vous voyez maintenant à l'écran, c'est le but de COMPA. On est très aligné avec les besoins du réseau. C'est un but qui a quand même un petit peu évolué au fil des années. On a été
plus maladies chroniques dans nos débuts. Puis là, bien, on travaille maintenant également des thématiques sur des problématiques sociales ou de santé complexes. Moi, je me suis donné la mission, dans les prochaines minutes, de vous présenter Compas en 5 mots-clés. Donc, le premier mot-clé que je vous présente, c'est « modèle d'amélioration ». Donc, on s'y colle dans Compas parce qu'on veut se donner des moyens d'atteindre nos objectifs. Puis là, bien, non, c'est quand même assez gros. Vous voyez quand même une bonne idée là, des grandes étapes qu'on va passer dans Compas. C'est vraiment parce qu'on veut permettre aux équipes, avec du matériel, de pouvoir atteindre les objectifs de manière fluide et efficace. 2 choses à retenir quand je vous parle du modèle d'amélioration. On vous fournit le matériel là, dans les milieux qui veulent réaliser des projets Compas. Donc, ça arrive vraiment clé en main. Puis le deuxième point, mais que je vais juste aborder, c'est un mini taser, puis il y a Joanie qui va vous en parler tantôt, c'est comment on assure ensuite la continuité puis l'accompagnement après un projet Compas avec nos collaborateurs, nos collègues de l'unité SSA. Deuxième mot-clé, donc je vous l'ai dit, on va passer au travers de Compas en 5 grands principes. Donc le deuxième que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la pratique réflexive. Donc la pratique réflexive, ça dit sûrement quelque chose à plusieurs d'entre vous. Dans Compas, on en fait, puis on en fait en équipe. Donc, dans Compas, on va travailler des activités ensemble, en présence, là, en vraie présence, où on va faire vraiment émerger l'intelligence collective des équipes. Pourquoi on va faire de la pratique réflexive dans les ateliers Compas? C'est pour se permettre de se donner une vision commune, puis également de faire émerger quels sont les problèmes prioritaires auxquels on fait face. Comment on fait de la pratique réflexive dans Compas? Excusez. Premièrement, premier ingrédient de la pratique réflexive, ça va être les pratiques cliniques. Donc, à l'INES, on en produit beaucoup des outils, des guides de pratique clinique. Et dans les ateliers Compas, bien, on vient les réutiliser. Donc là, ici, ce que vous avez, c'est justement un exemple dans un projet Compas sur la maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, on a ressorti différentes pratiques et c'est une de nos premières bases, un de nos premiers ingrédients pour pouvoir faire la pratique réflexive. Mais il n'y a pas seulement ça, puis on le sait, on en entend parler depuis ce matin. Je n'essaie pas d'être tendance quand je vous parle des données. Dans Compas, des données, on en introduit, on les utilise, puis ça permet d'aller appuyer notre pratique réflexive. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple avec des données fictives. On voit un GMF qui va pouvoir se comparer à d'autres GMF pour être en mesure d'établir un peu ses objectifs d'amélioration ou bien ses espaces d'amélioration. Bien, mine de rien, on est déjà rendu au 5e mot-clé que j'avais identifié pour vous présenter Compas. Donc, le 5e mot-clé, il est vraiment important, c'est les équipes. Donc, dans Compas, on va faire travailler 3 groupes différents, 3 équipes. Donc, premièrement, vous voyez, on a une équipe projet qui est constituée de 2 ou 3 personnes qui vont faire un petit blitz en début, en démarrage, pour mettre en place les activités. Après ça, on a une deuxième équipe, et c'est là où est-ce que je vous disais, on travaille en équipe, on va miser sur l'intelligence collective. C'est vraiment au niveau de cette équipe collaborative. Elle va être composée de 15 à 25 personnes, milieux différents, donc différentes parties prenantes qui vont travailler dans la trajectoire de soins et services. C'est également dans cette équipe-là qu'on va faire appel à des usagers ou des proches partenaires. Et ça, bien, je suis très fière de vous le dire que ça fait vraiment partie de Compas depuis longtemps. C'est dans notre ADN. Le partenariat, c'est pas négociable dans Compas. On s'assure vraiment là, de travailler avec les usagers pour miser sur un savoir expérientiel qui va venir se combiner avec les données des indicateurs puis avec les bonnes pratiques. C'est ce que vous voyez un peu là, dans la petite image sur le côté. C'est la mise en relation des savoirs. C'est vraiment notre stratégie pour avoir une pratique réflexive efficace, puis faire émerger quels sont vraiment là, les problèmes prioritaires, puis un peu plus tard, bien, de faire émerger les meilleures idées de changement. Ici, là, ça ressemble à quoi un calendrier Compas? Ça pourrait ressembler à ça. Donc, je vous ramène un peu là, des instances dont je vous ai parlé. On a une équipe projet qui va d'abord travailler un petit peu ensemble pour faire un démarrage. Ensuite, on a les activités de l'équipe collaborative. 3 ou 4 activités selon les réalités de votre milieu. C'est vraiment à ce moment-là où est-ce qu'on va aller faire travailler les gens, on va aller tout explorer les idées, les expériences des gens pour nous permettre d'aller le plus loin qu'on peut dans notre projet d'ACQ.
Ensuite, on passe dans la troisième phase où là, on va aller expérimenter les idées de changement. Et ça, c'est l'expertise de l'unité de soutien qu'on va vous présenter tout de suite après. Donc, en bref, quelques petits mots pour terminer sur Compas. J'espère que ces petits mots, ces quelques exemples, ont pu vous inspirer puis vous donner le goût de réaliser un projet Compas. Si vous avez de l'intérêt ou d'autres questions, puisque ça passe vite, 5 minutes, venez nous voir au kiosque de l'INES, puis on va vous en parler avec plaisir. Puis je passerai la parole à Isabelle pour une deuxième initiative. Non, le clicker. Je ne sûr, prendrai pas le micro, le mien fonctionne, merci. Chanceuse. J'apprécie ta générosité, par contre. Donc, on a parlé de Compas. Maintenant, je vous parle de Repère GMF. Repère GMF, d'ailleurs, dont les premiers portraits sont en cours d'envoi présentement vers une trentaine de GMF pilotes. Quelle est la différence entre Compas, dont vous venez d'entendre parler, et Repère GMF? C'est en fait que Compas, vous l'avez bien compris, c'est une démarche, c'est structuré. C'est une boîte à outils qu'on vous donne qui vous permet de suivre chacune des étapes basées sur les indicateurs de votre milieu, puis de mener des initiatives d'amélioration continue. Repère, c'est un portrait avec des questions et des pistes d'action, mais ce n'est pas une démarche. Vous faites votre propre démarche à la lumière de vos observations, de vos écarts de pratique grâce à Repère. Donc, on vise dans Repère d'abord à vous présenter des indicateurs sur les patients, la clientèle que vous desservez dans votre GMF. Ensuite, on pose des questions qui pourraient vous amener à approfondir ces indicateurs-là puis identifier des problèmes. Et puis ensuite, bien évidemment, on présente les bonnes pratiques et des idées de changement grâce à des outils. Outils qui, oui, peuvent référer parfois à ceux de l'INES, mais parfois aussi à des outils de choisir avec soin ou d'autres instances provinciales ou nationales. De quoi a l'air le rapport? Je vais passer rapidement sur cette diapo-là parce qu'on veut le voir. Là, je comprends bien, c'est ce qui est prioritaire. Donc, d'abord, une description de la clientèle, comme je le disais tout à l'heure. Souvent, quand on arrive devant un groupe de cliniciens dans un GMF et qu'on présente les indicateurs de votre GMF versus un autre, on dit toujours « oui, mais c'est parce que nous, on est moins bon, parce que notre clientèle est différente. » Il y a toujours un « oui, mais ». Donc, notre objectif à l'INES, en développant ça avec l'ensemble des parties prenantes grâce à une méthodologie rigoureuse, c'est d'arriver avec des indicateurs qui nous permettent de répondre à ces « oui, mais » là et de vraiment se comparer avec des gens qui sont comparables. Donc, on présente les populations. Vous allez voir une segmentation de la population qui est très intéressante puis qui parle beaucoup du côté clinique. On présente une dizaine d'indicateurs de qualité. Il faut comprendre que les indicateurs de qualité qui sont accessibles à l'INES ne sont pas ceux des DME, ne sont pas ceux du DSQ. Ce n'est pas les indicateurs qui sont nécessairement les plus parfaits où on ne peut pas aller chercher tout ce que vous voudriez, mais c'est vraiment probant, c'est parlant et c'est une bonne base pour amorcer vos discussions. Et puis finalement, évidemment, les comparateurs, donc 3 comparateurs différents, votre RLS, des GMF comparables au Québec et l'ensemble du Québec. On se lance donc dans une première portion que vous pourriez recevoir, si vous le demandez, de votre portrait repère. Alors, vous voyez ici des couleurs qui représentent en fait cette fameuse segmentation de la population. On pourra en reparler davantage à la période de questions ou au kiosque de l'INES si vous voulez. En fait, on a travaillé avec Dr. Marie-Dominique Beaulieu et toute une équipe d'experts. Et on a utilisé la méthodologie groupeur de l'ICIS, l'Institut canadien d'information sur la santé, afin d'identifier le profil clinique de chacun des patients de votre GMF. Comment on a fait, en gros, c'est qu'on est allé sonder 3 bases de données importantes là, des hôpitaux, des urgences et de la RAMQ pour aller chercher l'ensemble des diagnostics qui ont été posés à votre patient. Ensuite, dans l'ensemble des diagnostics que votre patient avait, on a pris celui qui était le plus lourd ou le plus grave et on s'est basé sur celui-là pour pouvoir assimiler votre patient à l'un de ces groupes-là. Pourquoi 4 catégories? Pourquoi 16 profils? Bref, vous pourriez aller lire le rapport en ligne sur l'INES, c'est passionnant. Mais bref, le résultat est ici. Donc, on a en vert une population qui a une condition de santé mineure, donc la majorité de la population de votre GMF dans le cas ici. Et plus, évidemment, on progresse dans les couleurs, plus ce sont des personnes qui ont des profils à besoins complexes.
Vous pouvez donc voir que ce GMF-là a une clientèle qui est à peu près similaire à des GMF comparables, mais au sein de son GMF, il y a quand même certaines différences. Fait que quand on arrivera dans les indicateurs un peu plus loin, ça peut permettre de mettre en relation certains enjeux. Il y a aussi une grande valeur à cette segmentation-là parce que vous vivez probablement comme moi la différence entre le suivi d'une personne avec un diabète qui a seulement un diabète et qui fait son jogging le samedi matin, et une personne qui a le diabète, mais qui a 75 ans, qui a un trouble neurocognitif, qui a de la misère à payer ses factures et qui a une maladie cardiaque en plus. Donc, c'est ça que le groupe R vient mettre en lumière, de dire que c'est pas vrai qu'un diabète, c'est pareil pour chaque personne quand on est un soignant. Alors, les indicateurs qu'on va dégager à la suite de ce portrait-là de nos patients inscrits, c'est d'abord des indicateurs d'accès, parce que ça nous préoccupe toujours, puis on sait que nos cliniques sont très engagées dans un accès en temps opportun. Des indicateurs de continuité. On a parlé ce matin en plénière, là, Mylène Breton nommait l'importance de l'affiliation puis de la continuité avec un professionnel ou avec un groupe. Donc, il y a cet aspect-là. Et des indicateurs qui sont plus cliniques, là, d'efficacité, de sécurité, en lien, entre autres, avec la MPOC, les benzodiazépines, qui est un sujet d'actualité, évidemment, et le diabète. On vous donne donc un exemple d'indicateur qui est ici le dépistage de la rétinopathie diabétique. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, on vous présente votre GMF, quelle est la proportion de vos patients atteints de diabète de type 2 qui ont eu un dépistage de la rétinopathie. Et vous pouvez vous comparer avec les autres instances. On soulève des faits saillants et on amène des pistes de réflexion, des questions, des pistes de solutions même, parce qu'à la longue, on se rend compte que d'un GMF à l'autre, les problèmes et les pistes de solutions peuvent se ressembler. Fait qu'on veut mettre ça en commun. On vous met le maximum d'informations de ce qu'on est allé chercher d'autres milieux cliniques pour vous donner des pistes qui sont les plus tapées possibles. Il y en a qui ont tapé le chemin avant. Et on vous oriente vers des ressources en soutien dans l'amélioration de ces pratiques-là. Mais en fait, quand on vous donne ce beau portrait-là, qu'on vous dit, voici, vous pouvez vous améliorer, là, vous allez vous dire, OK, je vais décider que je sonde mon DME pour me construire une cohorte de patients diabétiques. Puis après ça, je vais aller identifier les profils. Puis là, après ça, je veux mesurer comment je me suis améliorée dans mon dépistage de la rétinopathie. Mais là, comment je fais ça? Puis par où je commence? C'est donc bien compliqué. C'est à ce moment-là qu'on appelle Joanie. Alors, je te passe la parole. C'est le gros vert. Parfait. Bonjour. Ça fonctionne bien? Oui? Non. Ah, non. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, je parle assez fort. C'est ça, j'avais un doute. Moi, je parle déjà fort. J'ai peur d'utiliser le micro. Je vais parler trop fort. Enchantée. Donc, Isabelle a bien mis la table. Effectivement, l'INES nous offre des beaux outils. Mais là, après ça, souvent, on se retrouve dans le quotidien. Puis on se dit, oui, je veux améliorer ma pratique, mais comment je fais ça? Puis j'ai pas le temps, puis moi, j'ai d'autres choses à gérer. Donc, voilà, donc, oui, effectivement. Donc, non, ça fonctionne pas. Je peux pas parler comme ça. J'ai pas le temps. OK. C'est-tu mieux comme ça? C'est bon. Donc, c'est pour ça que, en fait, on a reçu le mandat de vous accompagner. Puis, donc, d'offrir cette offre de facilitation, d'être présent pour vous, pour les GMF, en fait, qui n'ont pas d'agent d'ACQ dans leur milieu pour faire ce travail-là. Donc, il y a des agents d'ACQ depuis 2017 dans les GMFU, mais pour donc les GMF, il n'y avait pas d'offre, comme Dominique le mentionnait. Et donc, le but, c'était vraiment donc de venir vous soutenir là-dedans pour dire, maintenant, vous avez une ressource pour venir soutenir vos projets d'amélioration continue. Donc, entre autres, par les outils de l'INES. Mais sinon, ça pourrait être tout autre projet local aussi que vous avez. Ils s'appellent les agents régionaux d'amélioration continue de la qualité. Ils sont là pour vous conseiller puis vous accompagner dans votre démarche de votre choix, comme je disais. Malgré que j'aime beaucoup, je suis un peu là, moi, pour témoigner parce que moi, j'en fais des compas. J'ai pas eu la chance de faire des repères encore, d'accompagner pour des repères, mais j'ai eu la chance de faire plusieurs compas. Et donc, je peux vraiment témoigner de l'expérience, puis de vous dire comment ça fonctionne, puis comment on vous accompagne là-dedans.
nos agents régionaux, donc selon votre région, vous en avez tous un d'assigné à vous. Donc, on a Safa, Karine, Éric et Denis. Puis, j'ai pas mis sa photo, mais elle est dans la salle en ce moment. On a Mireille qui est là aussi, qui est la coordonnatrice donc de nos agents d'amélioration continue de la qualité. Oui, effectivement, vous pouvez la rejoindre si vous ne la connaissez pas déjà. Mais donc, c'est grâce à elle, entre autres, que tout ça est un peu possible. Donc, vos agents régionaux, ils mènent déjà plusieurs projets. Je vous dirais, ils sont très facilement rejoignables sinon, puis ils vous accompagnent de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous accompagner dans votre démarche. Donc, vous pouvez juste les solliciter de dire hey, moi, je vis ça dans ma clinique, tu penses-tu qu'on peut partir un projet d'amélioration continue là-dessus? Concrètement, c'est quoi? Puis, donc, ça vient de la formation de l'Académie Qualité Santé. Ça ressemble un peu le début, là, vous pouvez vous situer, là, la démarche que Geneviève a montrée avec Compas, donc venir identifier les problématiques. Donc, toute démarche d'amélioration continue va débuter un peu de la même façon. Qu'est-ce qui est vraiment particulier puis très, très bien avec les outils de l'INES, autant Compas, plus pour Compas, c'est une très grosse boîte surprise. La boîte surprise, elle vient avec des données à l'intérieur, puis des patients partenaires, souvent que dans les ateliers, on n'a pas la chance de les entendre sous cet angle-là normalement. Mais dans les ateliers, vous allez voir des données, puis vous allez dire « Hey, je ne savais pas que j'avais des écarts de pratique. » C'est une boîte à surprise, donc où est-ce qu'on se laisse surprendre, puis on se laisse se dire puis on entend les patients nommer des choses qu'ils nommeraient pas souvent. Hey, je ne savais pas, moi, qu'il ne prenait pas son traitement, des choses comme ça. Donc, ça permet de donner un espace pour penser autrement. Donc, ça, c'est une démarche d'amélioration continue, que ce soit Compas, que ce soit repère, que ce soit une problématique locale. C'est un peu le processus là, par lequel on devrait fonctionner avec une très bonne méthodologie. Du côté donc des ARAC, des agents régionaux d'amélioration continue, pardon pour les acronymes, je suis désolée. Après un an, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils sont en poste, en fait, déjà 20 démarches sont en cours sur le territoire de 8 DRMG, autant des pratiques organisationnelles que cliniques. Puis, je viens de terminer quelques démarches. Là, je close avec des cliniques, en fait. Puis, c'est vraiment agréable de dire, oui, on a vu une différence au niveau de nos mesures, mais dans notre clinique, ça fonctionne mieux, on communique mieux, puis on se parle mieux. Donc, juste ça, de dire, je savais pas que ça allait faire une si grosse différence. Puis, il y en a d'autres qui disent, nous, l'accompagnement, il est terminé, mais nous, le comité, là, il va continuer à vivre dans notre clinique, puis on aime ça, puis on va continuer à améliorer nos démarches sur d'autres choses. Donc, pour moi, ça fait toute une différence d'entendre ça, parce que je viens du monde des RH. Donc, oui, le quintuple objectif, ça me tient à cœur, mais moi, j'avais surtout à cœur le bien-être de nos ressources. Puis, je pense que ça a mis la table toute la journée, toute en matinée, on a entendu les agents de changement, donc que des employés deviennent des agents de changement, en fait. C'est un peu ça aussi. C'est que votre infirmière, ça devienne un agent de changement, un leader sur une pratique maintenant. Qu'elle soit reconnue, puis que les gens vont vers elle, « Hey, j'ai une question » et quoi que ce soit. Donc c'est ça, je suis un peu biaisée pour le bien-être de nos ressources. J'y tiens vraiment à cœur. Puis pour moi, ça fait toute une différence au niveau de l'engagement aussi. Je le sens quand je suis dans la clinique. Puis je ne sais pas pour vous, là, je vois des hochements, mais je ne sais pas si vous en vivez aussi des démarches d'amélioration continue, que ça fait une différence pour vous. Puis sûrement qu'on aura l'opportunité d'en parler un peu. Donc, un appel à l'action. Donc, code QR, scanner, puis cliquez 1.2, demande pour du soutien pour de l'amélioration continue. Ça va nous faire plaisir d'être là, puis de vous accompagner dans vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit un compas avec une très grosse boîte surprise ou la boîte surprise locale qu'on construit ensemble. Merci beaucoup. Dominique. Pas de micro. Pas de micro. Je suis désolée. Parfait. Bien, j'aimerais prendre un moment pour me remercier puis féliciter. On va le faire, hein, j'ai le micro. Les gens de l'INES puis les gens de l'Unité soutien SSA Québec. Donc, on peut voir vraiment, l'INES a les véhicules pour amener des démarches d'amélioration continue de qualité, donc des cartes de visite.
Puis l'unité, ben là, depuis 2 ans, puis Mireille est présente, là, tout le travail qui a été fait, un des premiers mandats, c'était vraiment de venir rehausser ce qui se passait en GMFU. Des résultats vraiment intéressants là-dessus, puis tout le support au niveau de la première ligne, fait que je pense que le combo est super intéressant, puis on a déjà des bons résultats. On va parler d'interdisciplinarité en première ligne. Moi, juste personnellement, je suis en train de faire mon doctorat sur la collaboration interprofessionnelle. Je vais vous parler de ça en 1 minute, mais on pourra en parler beaucoup plus longuement. Donc ça, c'est ma folie à 49 ans de le faire, mais bref, ça m'appartient. Donc, quand on parle d'interdisciplinarité, le mot base, c'est collaboration interprofessionnelle. On l'entend partout, on l'a entendu ce matin, on l'entend à maintes reprises. Mais comment on fait ça? Donc, un des premiers éléments et des constats qu'on a, on le voit, puis on va le répéter, c'est que tout ne peut plus passer uniquement par le médecin. Je pense qu'on est rendu au bout du rouleau. Donc, il faut trouver des façons différentes de faire. Et l'utilisation au plein potentiel des pratiques professionnelles de nos professionnels en première ligne, c'est important. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que les professionnels font, c'est quoi la clarification des rôles, l'élargissement des pratiques qui sont en cours. Donc, actuellement, le terrain est en mouvance, donc on a besoin de se faire une tête, le qui fait quoi. Et puis, c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'INES, un des mandats qui a été demandé, c'est les guides de pratique qui permettent justement de mieux comprendre les rôles de chacun. Donc, je laisserai Isabelle nous présenter les résultats. Merci. Un jour, le ministère nous a appelés, comme on se parle régulièrement, puis nous a dit « Pourriez-vous faire quelque chose pour nous aider? Parce qu'au GAP, on reçoit beaucoup d'appels pour un check-up. » Et là, nos infirmières au téléphone, faut qu'ils répondent aux patients s'il y a besoin d'un check-up ou pas. On sait que l'examen annuel, ça n'existe pas, mais il y a quand même des dépistages qu'on doit offrir à la population puis qui sont recommandés. Comment outiller l'infirmière du GAP pour qu'elle puisse répondre aux patients à savoir s'il est pertinent ou pas qu'il rencontre un médecin ou une infirmière ou une IPS pour procéder à certains dépistages? Cette question-là, en fait, a mené à la création d'un outil qui circule présentement dans les GAP, mais qui n'est pas encore publié formellement sur le site de l'INES, donc qui sera publié dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'il y a toujours certains délais de moratoire à respecter avec le ministère. Mais on vous le présente aujourd'hui en primeur. Pourquoi on juge que c'est une primeur et qu'on y accorde autant d'importance? C'est parce que, oui, c'est un outil qui sert au GAP, mais c'est aussi un outil qui peut avoir un impact à la grandeur de la première ligne. Pour accroître l'autonomie de l'infirmière dans les pratiques préventives et de dépistage dans nos GMF, dans nos CLSC, dans nos PSL, dans nos GAP. Comment peut-on y arriver? Voici. En fait, premièrement, l'aide-mémoire qui est ici, qui est assez simple, permet d'identifier relativement rapidement quelle clientèle a besoin d'un check-up. Madame Tremblay m'appelle, Madame Tremblay vient me voir. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir un dépistage, Madame Tremblay? Cet outil-là pourrait aussi inspirer certaines pratiques de vos sentinelles en lien avec la pertinence de donner ou pas un rendez-vous avec le médecin de famille de la personne pour un examen annuel ou avec une infirmière à une IPS. Dans un deuxième temps, là, c'est un outil vraiment pour les infirmières pour aller approfondir. C'est-à-dire, Mme Tremblay est là, voici son profil, quel dépistage est-ce que je devrais lui offrir? Quelles sont les contre-indications à ces dépistages-là? Et donc, de faire le tour de sa santé pour identifier, ultimement, qu'est-ce que je lui prescris aujourd'hui? Parce qu'à partir du moment où elle est devant moi, c'est parce que ma sentinelle a bien fait son travail et que là, je dois lui prescrire quelque chose. Toujours en prise de décision partagée, par contre, puis on va toujours le ramener. Là, donc, ça, c'est implicite dans tout le processus. Donc, on va plus loin avec la personne pour identifier quel dépistage on devrait faire. On donne aussi des conseils, c'est-à-dire sur les pratiques préventives, comment on peut faire pour s'assurer de ne pas développer le diabète, de ne pas développer la dyslipidémie. Et nos infirmières sont tellement excellentes et outillées et occupent un rôle important en première ligne par rapport à ça. Donc, ça s'inscrit tout à fait en cohérence avec leur rôle. Et finalement, le clou du spectacle, c'est que l'infirmière ne fait pas juste identifier ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'elle le fait. Hein? Donc, on vise dans les prochains mois à avoir développé des protocoles médicaux nationaux et des ordonnances collectives
qui vont permettre à l'infirmière de procéder à l'ensemble du dépistage pour les indications de dépistage reconnues par la Direction générale de santé publique, avec qui on est en étroite collaboration. Donc, on a certains protocoles médicaux nationaux, ordonnances collectives que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, entre autres le dépistage du cancer colorectal, le dépistage du diabète et du risque cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, on vous nomme que si les infirmières de vos milieux commencent à se former avec ces protocoles-là, il y en a d'autres qui arriveront dans les prochains mois. Et il y a l'aide-mémoire aussi qui vient structurer tout ça. Donc, l'infirmière peut devenir le pilier du dépistage en première ligne, toujours en étroite collaboration avec les médecins et avec les IPS de son milieu. C'est ce qui fait le tour aujourd'hui. On a déposé... Le but, c'était de faire un pot pourri, une boîte à outils, des teasers, appelez ça comme vous voulez, idéalement un mot français, là, le dernier n'était peut-être pas le meilleur, puis de vous donner envie d'en savoir plus. On a un kiosque en bas, l'INES, et on facilitera le lien vers les autres partenaires aussi si les questions sont davantage en lien avec l'unité SSA. Il nous reste, écoutez, pas mal de temps pour prendre des questions puis échanger davantage avec vous. On a aussi une grande soif d'entendre vos besoins. Si vous dites, oui, c'est bien beau ce que vous faites là, mais on aimerait ça que vous exploriez telle voie, ça nous aiderait beaucoup. On vous écoute. On a une grande soif de ça. Donc, merci à tout le monde. Merci aux partenaires d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a une question là. Manon Lambert, c'est le directeur général de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je trouve que votre démarche est extrêmement intéressante qu'on part à faire. Puis, alors, on avait fait, il y a plusieurs années, un projet avec Nancy Woodslade, qui travaille avec Robin Templin, où on avait envoyé des profils de prescriptions pris par les patients. On avait envoyé quelques références pour s'améliorer, mais on n'avait pas d'infrastructure pour soutenir de façon aussi importante le changement. Et finalement, on n'avait pas eu de résultat. Mais là, je me dis, c'est probablement parce qu'on n'a pas assez poussé, on n'a pas assez poussé l'accompagnement. Je dis ça parce que, vous le savez peut-être maintenant ou pas, mais 17% des nouvelles ordonnances au Québec maintenant sont rédigées par les pharmaciens. Je regardais, vous aviez au moins 4 ou 5 indicateurs qui touchent la médication, dont certains touchent des tâches que les pharmaciens peuvent déjà faire, par exemple la déprescription des benzodiazépines. Et là, ma question s'adresse peut-être au ministère. Est-ce qu'on a pensé éventuellement à étendre ce soutien-là de transformation de pratique à la pharmacie? Parce qu'on sait que déjà les pharmaciens sont beaucoup impliqués dans les ordonnances, comme je disais tantôt. Avec le décloisonnement, on pourrait aller encore plus loin. Et je trouverais ça intéressant que non seulement les médicales, mais aussi les pharmacies puissent obtenir le même type de soutien. Ça donne bien dans notre plan stratégique qu'on veut développer des partenariats. Alors, je vous tends la main pour voir si éventuellement il y aura pas de possibilité qu'on regarde les choses pour les pharmacies communautaires pour améliorer notre pratique. Ben, c'est une excellente proposition. Puis dans l'optique des discussions qu'on a entendues ce matin, révision d'un modèle d'organisation de services plus par territoire, ben, les pharmacies communautaires, on l'a vu durant la pandémie, ça a été un joueur là, qui est venu vraiment supporter la première ligne. Donc oui, je pense que ça peut être une excellente façon de collaborer. Puis, bien sûr, bien sûr. Vous savez, hein, l'amélioration continue de la qualité, on l'a dit, bien d'entrée de jeu, c'est ça, hein, c'est pour tous. Fait que on ne peut pas laisser les gens seuls. Puis comme vous dites, ben, les pharmacies communautaires sont là. Ben, je pense que les rapprochements et les liens doivent être faits de plus en plus, avec, entre autres avec les pharmacies communautaires, mais aussi avec les autres partenaires là, du RLS, là, que ce soit les autres cliniques, les organismes communautaires, les cliniques médicales, les CLSC, tout ça. Donc, vraiment d'incorporer toute cette belle gang-là. Oui. Oui.
Excellent, merci. On vient de me demander à la régie de répéter les questions pour m'assurer que tout le monde a bien entendu. Là. Je pense que vous aviez une voix qui portait assez, mais donc la question est-ce que l'aide-mémoire qui est destinée là, aux professionnels qui peuvent faire le dépistage pourrait aussi avoir une version patient ou citoyen? C'est une demande qui est croissante, puis c'est un besoin réel. Dans plusieurs des produits de l'INES, on développe maintenant des outils patients. Là, entre autres, on est en train de travailler hormonothérapie. Là, j'ai bien hâte de pouvoir vous parler de ça ultérieurement. On implique évidemment des patients comme toujours, mais on a aussi des outils patients qui sont développés avec des utilisateurs et nos experts en transfert de connaissances. Pour ce qui est de l'aide-mémoire, on en prend note. Il y a quand même une complexité là-dedans parce qu'il y a beaucoup de sous-questions. Puis si l'infirmière doit vraiment faire une évaluation assez large. Donc, si on était optimiste, on pourrait se dire que c'est possible, mais on prend note assurément du besoin. Ouais. Tout à fait. Puis il y a de l'éducation à faire pour les gens. Tu sais, Docteur Google, là, il n'y a rien de pire que ça dans le monde. Là. Fait qu'on le sait. Fait que les gens tapent, puis là, ben, c'est la catastrophe. Mais le problème aussi, c'est où est-ce qu'on met ça? Bon, il y a des projets de bibliothèque santé. Est-ce que c'est via les portails patients qui sont dans les DME? C'est de trouver le meilleur endroit puis d'éduquer la population. OK, si vous avez des questions, ben, c'est là que l'information pertinente se trouve. Essayer de la regrouper dans le même endroit, que ça soit le plus simple possible. Et ça, c'est un défi aussi. Là. Vas-y, Geneviève. Oui, bien moi, vous m'entendez? J'en profite aussi pour vous inviter. Venez faire un tour tantôt au kiosque de l'INES parce que justement, on en a un exemple d'un outil qu'on a développé pour les patients. C'est un exemple qui a été développé en même temps qu'on a développé l'outil clinique. Donc, c'est sur la gestion des symptômes dans une infection urinaire. Donc, ça pourrait peut-être vous donner une idée. On en a quelques-uns qui ont été faits récemment. Puis, bien, moi, je serais très intéressée aussi d'entendre là, votre avis. Est-ce que ça a du bon potentiel là, d'après vos expériences? Oui. J'ai une question par rapport, juste en petit quoi, c'est parce qu'on parlait par rapport de constater un peu de sensibiliser la population. Est-ce qu'il va y avoir des campagnes de sensibilisation un peu pour les guider au dépistage? C'est ça un peu prévu dans le pipeline? Je peux pas répondre. Je connais pas la réponse en ce moment, mais j'imagine qu'à quelque part, dans un plan de communication, il y a ça, mais oui. Puis, ouais. Bien, en fait, juste pour clarifier certains rôles, les décisions en termes de recommandations sur les dépistages sont portées par la Direction générale de santé publique du ministère. Nous, on a le mandat de développer des protocoles médicaux nationaux basés sur la science, en cohérence avec ce que fait la Direction de santé publique du ministère. Donc, probablement qu'il faudrait poser la question à l'équipe de Luc Boileau qui est en charge des aspects plus populationnels là, de dépistage. Mais malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est un point très intéressant. Là, peut-être que Dominique pourra faire le relais. Oui? Oui, c'est une bonne question. En fait, à l'échelle régionale, pour que les régions puissent se comparer entre eux, il y a déjà des données qui sont publiées dans nos rapports. Entre autres, vous irez voir le rapport sur le portrait du trouble neurocognitif. À la toute fin, vous avez chaque région avec le comparatif avec les autres régions en ce qui concerne les indicateurs COMPA qu'on a développés. Donc, des indicateurs à l'échelle régionale, oui. On a plusieurs portraits, entre autres sur la polypharmacie. On a un portrait récemment qui a été publié. Donc, la réponse est oui. Est-ce que nous allons aller publier des données sur un GMF? Non.
Donc, ça, c'est très clair. Puis, on ne serait pas aujourd'hui ici en train de vous présenter tout ça, puis après ça, d'aller l'afficher sur le web une fois que vous l'avez demandé. Donc, c'est vraiment l'approche est vraiment de fonctionner à la demande. Donc, il faut que le groupe vienne vers nous pour obtenir son rapport ou démarrer une démarche compas. Et les données sont confidentielles. Puis peut-être pour faire du pouce, puis si je reviens au tout début, l'amélioration continue, ce qu'on veut, puis du point de vue du ministère, puis c'est une des raisons pour lesquelles on a mandaté l'unité de soutien pour se dissocier un peu plus, puis valoriser la donnée pour les cliniques, pour les professionnels, pour les médecins, pour qu'ils amènent des démarches d'amélioration continue, mais que ça leur appartienne. Ça, c'est important, il faut que ça soit clair, puis je pense que c'est le message à livrer. Je comprends, ça serait peut-être le fun, juste au niveau de l'accès, ou que la population est capable de voir « Oh, mais ma clinique est meilleure qu'une autre », mais en ce moment, au moment où on se parle, là, à court terme, c'est vraiment, on donne les données, on laisse les cliniques s'organiser, puis la démarche se fait là, puis ça leur appartient. Donc ça, c'est sûr qu'on n'est pas là pour surveiller ou pour mettre à grand jour les forces et faiblesses. C'est vraiment des démarches là, qui se font de façon individuelle là, sur le terrain. Ça fait le tour des questions. Il reste 9 secondes, donc je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Oui? Non, Il nous reste encore 12 minutes. Plein de temps. Mon Dieu, mais on est dans bien d'avance. Bien, on va vous inviter à utiliser ces 12 minutes-là pour venir nous voir au kiosque de l'UNES où on s'en va à l'instant. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent rester à la fin pour pouvoir échanger avec nous, aller plus en profondeur sur certains indicateurs, des questions méthodologiques et tout ça, ça nous fera plaisir, on en mange. Et puis, en espérant qu'on pourra compter sur vous pour faire avancer l'amélioration continue de la qualité en première ligne au Québec. Merci. Merci beaucoup.